le fait d'avoir trouvé cette discipline qui me convient parfaitement physiquement, qui m'intéresse dans l'ultra-distance et aussi, 2 autres choses. Le la 1re, la découverte, d'endroits, tellement, reculés et tellement loin de chez, soi qui est impressionnante et la troisième chose, c'est, Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Maxime Prieur, un ultracycliste qui pratique le vélo à titre personnel, mais également professionnel, car il est co-animateur de la chaîne YouTube JCN en français. Mais ne perdons pas de temps, Maxime vous expliquera tout cela bien mieux que moi. Salut Maxime, comment tu vas? écoute, salut Alexandre, moi ça va super et toi, comment vas-tu? Eh bah écoute, bien, on enregistre, on approche du week-end, petit week-end dans le sud qui approche, donc tu vois, on va retrouver le soleil, donc ça fait plaisir. Eh oui. Première question du podcast, qui revient à chaque fois, c'est quel a été le premier sport qui t'a passionné? Bah, le premier sport qui m'a passionné, c'était le tennis, mais honnêtement, on va pas en parler parce que j'ai dû faire, quelques mois et puis après j'ai arrêté et je suis tombé immédiatement amoureux du BMX race, en fait. Donc le bicross, c'est ça? Le bicross, à l'époque, on appelait ça le bicross. En fait, en passant devant avec mon père en vélo, j'ai dit: «Papa, je veux faire ça» et c'était du bicross. Du coup, quelques semaines après, j'avais ma licence et mon inscription au club et c'était parti pour moi dans ce sport. Et ça, c'était à quel âge? C'était à 7 ans. Et qu'est-ce qui t'a attiré du coup quand t'es passé devant? Ah, je pense que c'était le côté vélo, le côté, boss, spectaculaire, le côté course. Ouais, c'était un peu, comme si je faisais de la moto, du motocross, en fait. Ouais, ouais, je vois bien parce que c'est quelque chose qui m'a bien passionné aussi moi le bicross, tout ça, c'est la vitesse, les sauts, c'est vrai que ça enfin visuellement ça attire quand même. Mais c'est ça. Bon, par contre, à l'époque, les bosses étaient beaucoup plus grandes que moi, hein. Ouais. J'avais même du mal à monter, hein. Des fois, je repartais en arrière et tout, c'était pas facile, hein, parce que j'étais pas très, très grand à l'époque. Tu fait combien d'années du BMX race? Bah, en fait, j'en ai fait 7 ans. J'en ai fait jusqu'à quasiment mes 14 ans, sans aucun arrêt, en faisant toutes les courses. Bon, j'ai pas eu de résultats très spectaculaires, étant donné que j'étais très souvent dernier, mais par contre, j'étais content d'aller faire la course tous les week-ends et d'aller m'entraîner. Ouais, ça m'a permis de faire mon éducation et de m'entraîner au maniement d'un vélo, on va dire. Et après du coup à 14 ans, tu es passé sur, quel sport vu que visiblement tu as arrêté le bicross? Bah, j'ai arrêté parce qu'à 14 ans, c'est pas le meilleur âge pour faire du sport. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait un peu de moto. J'ai fait, un peu de motocross, un peu de super motard en championnat de France. J'avais un peu laissé de côté, le vélo à ce moment-là et automatiquement, 3-4 ans plus tard, vers mes 18 ans à peu près, 17-18 ans, j'ai repris,
tout doucement le VTT, le BMX. Et j'ai un peu après relaissé tomber la moto pour, euh, pour me consacrer au BMX freestyle ce coup-ci, là, Ok. pendant quelques années en fait. Donc plutôt skatepark ou plutôt street? Non, c'était les deux, hein. En fait, c'était globalement de mes 20 à 30 ans. J'ai fait principalement du dirt en BMX, donc les sauts sur la terre. J'ai fait du skatepark et du street parce que j'aimais tout. En fait, ça permettait d'aller avec les copains s'amuser sur un skatepark et peu importe l'endroit, en fait, à chaque fois on s'amusait. On avait même un copain qui avait un skatepark chez lui, donc Euh, Et d'ailleurs, t'as grandi où? je grandis au pied du Ventoux, à côté d'Avignon. Alors, comment par contre t'es arrivé à l'ultracyclisme? Parce qu'on est quand même encore un peu loin, tout ce qui est BMX race, dirt et tout, en termes d'effort et de temps sur le vélo, on est très loin comme de l'ultra distance. Quand je faisais du BMX, non, BMX Race, j'étais quand même assez sérieux parce que j'étais avec un entraîneur et tout ça, c'était un club. Mais ensuite, sur le BMX Freestyle, oh bah, j'étais dans les clichés, hein, on fumait des clopes et on buvait des bières, clairement. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que ma famille est une famille de passionnés de vélo. Et j'ai mon grand-père qui faisait 10 000 km par an que j'ai côtoyé toute ma jeunesse et que je voyais faire ses sorties avec ses amis. Et, euh, et, en fait, c'est quelque chose, le vélo de route, que j'ai toujours plus ou moins pratiqué, mais vraiment occasionnellement. En fait, une fois par an, en famille, on allait monter le Ventoux. Bon, c'était pas tous les ans quand même, hein. Et, mais globalement, on se rassemblait, on faisait un peu de vélo. Et puis, dès que j'ai attaqué à travailler, j'ai eu mon vélo de route. Donc, je pouvais ne plus utiliser celui de mon père, qui a le Bianchi de Pantani, quoi, la même version. Donc, c'est ça, cette passion autour du vélo de route m'a toujours poussé à en faire. Et, et même si je faisais beaucoup de BMX à côté, mais c'était vraiment pour le plaisir, je faisais quand même un peu de vélo de route chaque année. Je faisais entre 1000 et 3000 km dans l'année, en fait. Ok. Et au niveau de ouais, d'aller chercher quand même plus loin après dans le vélo? Mais c'est ça, en fait. Et puis, arrivé aux alentours de mes 30 ans, j'ai attaqué à délaisser le BMX. J'ai fait un peu de surf parce que forcément j'habitais à côté des vagues. Et au niveau du vélo, j'ai attaqué du vélo de route. J'ai attaqué à allonger les distances un peu parce que ça me faisait me lancer des challenges à moi-même et, euh, et je prenais de plus en plus de plaisir là-dedans. Et donc je faisais ça, j'augmentais en permanence les distances et aux alentours de mes 31 ans à peu près, même plus, 31, 32 ans là, j'ai retrouvé un ami avec qui j'étais au lycée qui habite maintenant en bas du Tourmalet. Et c'est vrai que cette histoire, je la raconte à chaque fois. Et je lui avais dit, bah tiens, je vais venir jusqu'à chez toi en vélo de route depuis Cabreton. Et avant d'arriver chez toi, je monterai le Tourmalet. Et comme ça sera un superbe parcours. Donc ça me faisait traverser tout le Pays Basque pour aller jusqu'à chez lui. Ça faisait 230 km, 240 km pour 4000 de D+. Et, et c'est quelque chose que j'ai dû essayer en fait 2 fois avant de réussir la troisième fois, à raison de une fois par an. Une fois par an, au mois de juin, hop, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Et je me disais, bon, bah allez, je vais aller jusqu'à chez Nico en passant par le Tourmalet. Et puis, paf, j'arrivais chez lui, je montais pas le Tourmalet. Et finalement, bah, à force de rouler, 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 bah, j'ai fini par réussir ce challenge qui en a causé un autre et un autre, un autre. Et de fil en aiguille, j'ai découvert l'ultra-distance en fait. Et qu'est-ce qui t'a le
plus plu finalement dans cette discipline? Euh, Enfin, qu'est-ce qui t'a permis d'y retourner année après année? Non, mais en fait, c'est très facile et et c'est là où mon esprit de compétition, je pense, ressort. C'est qu'en fait, je faisais des challenges personnels et je me régalais vraiment. Et un ami m'a donc incité à participer à un Bikeman parce que lui l'avait fait et je l'avais plus ou moins entraîné. Et du coup, je suis arrivé sur ma première course d'ultra, c'était un 300 km sur la Race Cross France 300. Et l'arrivée était au Ventoux, justement. Donc, je suis arrivé avec mon expérience de cyclotouriste, hein, on va dire. Et j'ai fait deuxième de cette course. Ce qui Ah était ouais, une quand même. surprise. Ouais, ouais, c'est ça. Je savais que je pouvais faire globalement une place, mais bon, j'aurais fini 15e. J'aurais été très très content, quoi. Et donc je finis deuxième de cette course. Je me dis bon bah tiens c'est incroyable. Je vais continuer. J'ai été déjà inscrit sur un Bikeman juste après le Bikeman Euskadi. Et je fais cette course qui était vraiment extrême au niveau longueur. C'était 1000 km. J'avais 24 000 de dénivelé et c'était vraiment impressionnant. Et je finis quatrième de cette course. Du coup je me dis bon bah, tiens c'était pas un coup de chance la dernière fois. Et en fait, depuis ce jour, ça c'était il y a 3 ans, je vais de course en course exactement de cette façon. Je me dis, bon, ben tiens, j'ai fait un bon résultat, il faut que je continue pour voir si je peux continuer à progresser et réussir dans cette discipline. Donc c'est le fait d'avoir trouvé cette discipline qui me convient parfaitement physiquement, qui m'intéresse dans l'ultra-distance. Et aussi deux autres choses. La première, la découverte d'endroits tellement reculés et tellement loin de chez soi qui est impressionnante. Et la troisième chose, c'est quelque part, je fais ça pour pouvoir le raconter aussi et Hmm. de raconter toutes ces anecdotes. Ça me fait tellement plaisir. Donc c'est un peu pour ces trois choses, clairement, que je fais l'ultra. Et ben, en tout cas, tu es au bon endroit pour pouvoir raconter tout ça, déjà. Et Oui, finalement. on va pouvoir parler de la course que tu prépares, qui est Oui. la Traca 500. Donc, je vais te laisser nous la présenter, nous expliquer en fait en quoi elle consiste et ce qu'elle représente pour toi, cette course. Allez, ben cette année, je vais donc avoir une de mes courses qui est la Traca 560. C'est la Traca 360, c'était celle qu'ils ont fait les années précédentes. Est une course qui à chaque fois est très fournie en concurrent et très médiatisée. Et c'était une course que je ne pouvais pas faire les années précédentes parce que la date au niveau du planning ne collait pas. Les 2 dernières années, j'étais sur la Desertus Bicus et du coup, ça passait pas au niveau des dates. Et cette année, ils ont décalé le week-end. Donc ils l'ont mis le 1er mai le départ et la Desertus est le 13 avril. Donc je me suis dit enfin youpi, je vais pouvoir m'inscrire à cette traca. Et en plus de ça, ils ont fait une version qui me correspond beaucoup plus que la 360, la version 560, qui est une version aventure, ils l'appellent. C'est la première année. Il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas d'aide possible. Donc 560 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Bon, environ, il y a peut-être un peu plus. Donc c'est un format en gravel en plus, je l'ai oublié de le dire, qui me correspond bien en fait, parce que j'ai fait ces dernières années plusieurs courses de gravel de 500 km et, et j'arrive à les boucler aux alentours des 27 heures à peu près. Ok. Donc je me dis que c'est des efforts qui sont rapides, qui me conviennent. Le côté gravel me convient aussi. Là, il va y avoir une start list de dingue, mais vraiment de dingue, avec tous les noms d'ultra distance présents sur cette course. Bon, pas tous, mais déjà une belle partie. Donc, ça va être
une belle partie de manivelle, comme on peut dire dans le jargon, mais non, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel parce que c'est la Catalogne, il va faire beau. J'ai ma copine qui habitait à Font-Romeu avant, donc je connais un peu aussi le coin. On vient souvent filmer avec GCN du côté de Gérone. Euh, ouais, ça va être vraiment en termes d'intensité, de parcours et de distance, une course qui va être exceptionnelle. Donc c'est pour ça que j'y vais, clairement. Là, c'est vraiment un défi supplémentaire à ta liste. Ouais, complètement. Mais globalement, hein, si je fais un bon résultat sur cette course, mon année est finie, hein. J'ai pas besoin de faire autre chose, en fait. Globalement, je pense que pour moi, c'est un peu la course de l'année, quoi. Donc, je vais arriver en pleine forme, juste entraîné avec la Désertus 15 jours avant. Euh, Honnêtement, tous les feux sont au vert. J'aurai un bon vélo avec des bons pneus. Ouais, un petit sac d'hydratation depuis cette année. Ouais, je pense il y a moyen d'en découdre et de s'arrêter moins d'une heure pour pouvoir jouer pourquoi pas un podium sur cette course. Donc, un podium, ça risque d'être un peu compliqué, mais faire un beau top 10 me ferait plaisir sur cette course, quoi. Il y a combien de participants au départ? Je sais Bon, pas je si tu as pense les qu'on est, chiffres. honnêtement, j'ai pas regardé, mais je pense qu'on est 200. Ok, ouais. On est 200, ouais, ouais, 200, et je crois qu'il n'y a plus de place, justement. Ah, ils ont réussi à tout vendre, en tout cas au niveau des places. Surtout que si c'est quand même que du haut niveau là pour se mettre déjà sur ces courses-là, je pense que ouais. Et d'ailleurs, comment se déroule ta prépa physique pour cette course? Comment tu gères tes entraînements? En fait, je fais globalement, euh, je m'entraîne à moitié sur des intensités, on va dire, en début d'hiver. Là, j'ai fait pas mal de challenges sur entraîneur, mais notamment avec GCN, en fait, avec mon travail, pour faire les vidéos. Ça m'a permis de me challenger. Je fais pas mal de courses et d'entraînements sur Zwift en début d'année, en fin d'année dernière. Et depuis janvier, j'ai attaqué à allonger les distances. Et globalement, mon concept d'entraînement, parce que j'ai pas d'entraîneur, est juste de banaliser la distance. Donc, c'est-à-dire qu'un 50 km devient un 100 km. Et lorsque je faisais 100 km avant, bah, l'an dernier, c'était comme si je faisais un 200 km. Mais cette année, globalement, quand je fais 300 km, il faut que ça corresponde au même effort qu'un 100 km il y a 2 ou 3 ans, quoi. C'est vraiment banaliser l'effort, banaliser les heures sur le vélo, l'alimentation, l'hydratation, que ça soit en fait pas que ça ne soit pas un challenge en fait. Il faut que, pour moi, la façon de penser est que bah, si j'arrive à faire 300 km en buvant et en étant serein, on va dire, parce que c'est la Hmm. sérénité qui joue, eh ben, je me dis qu'en forçant un peu, je fais 500 en fait. C'est à peu près ça. Ouais, c'est Bon, ça vraiment quand fait. tu pars pour faire 300 km, faut pas avoir à se poser de questions et que ce soit voilà, naturel. Comme tu dis, il n'y a pas de questions, pas de stress à se poser. Et, on se les posera quand il y aura un peu plus de kilomètres à faire. C'est ça, tu prends un peu d'argent, 2 sneakers, un peu d'eau, et tu dis, ouais, bah, ça va aller. Et finalement, assez rapidement, tu te dis, ouais, quand même, 300, c'est solide. Mais, euh, mais bon, tu t'arrêtes dans une boulangerie, tu reprends un coca, tu reprends 2 chocolatines et tu continues en fait. Et tu te dis, ouais, bah en fait 300, c'est pas grand-chose. Bon, après, Mais après ça, on peut l'appliquer de toute façon à chacun à son niveau. À appliquer cette bien méthode-là, sûr, elle fonctionne. c'est ça, c'est ça. L'important, c'est d'y aller progressivement. J'ai pas attaqué par faire une course de 2000 km ma première année, en fait.
J'ai augmenté les distances au fur et à mesure, et c'est ça qui fait que maintenant je peux me permettre de partir détendu sur un 200 km ou un 300 km en fait. Et est-ce que tu intègres des entraînements spécifiques gravel dans ta préparation? Non, non, parce que en fait, techniquement, je suis quand même assez à l'aise en gravel, de par le BMX en fait, hein, Mmh. de par là où je me suis construit. Donc je fais du gravel avant les courses de gravel, histoire de m'habituer aux petits chocs supplémentaires qu'on peut retrouver par rapport à la route. Mais je m'entraîne aussi en gravel pour m'adapter au vélo, mais j'ai pas d'entraînement spécifique gravel en fait. C'est juste des répétitions à l'avance, avant la course, bah, de, de ce que va être la course en fait. C'est-à-dire des montées raides, des descentes raides, du gravier et des petits chocs en fait. Mais il y a pas de, Mmh. j'ai pas d'entraînement vraiment spécifique au gravel. OK. On va aborder un sujet maintenant qui revient dans chaque partie du podcast. C'est l'intégration de la pratique sportive au sein de la sphère privée et professionnelle. Toi, comment est-ce que tu arrives à concilier, par exemple, là actuellement, ta préparation pour cette course-là ou d'autres avec tes engagements professionnels? Alors, pour moi, cette année, c'est un peu plus compliqué que les années précédentes. En fait, dans les années précédentes, j'avais mon mercredi de repos et mon samedi dimanche. Autant dire que c'était vraiment parfait pour pouvoir m'entraîner parce que du coup, je pouvais, admettons, me faire un gros bloc quelques mois avant les premières courses d'entraînement le mercredi, plus samedi, dimanche. Là, cette année, j'ai plus ce mercredi. Donc, je m'entraîne. Je me suis principalement entraîné cet hiver avec du home trainer la semaine, en petite, sur des petites durées, c'est-à-dire au maximum une heure et demie maximum. Et ensuite, rouler le samedi et le dimanche, en fait. OK. C'est une période assez compliquée à gérer parce que faire 200 km le samedi, 200 km le dimanche soir, on est fatigué. On arrive le lundi matin fatigué au boulot aussi. Et, Mmh. et c'est aussi difficile à concilier avec la vie de famille. Bon, heureusement, j'ai Émilie à mes côtés qui est très compréhensive, y compris le chien Oka, qui est très compréhensif aussi. Mais non, non, mais pour m'entraîner pour des courses comme ça, je fais quand même c'est pas des sacrifices parce que quand ce que je suis sur mon vélo, c'est du plaisir en permanence. Mais mais c'est vrai que C'est plus des choix finalement que des sacrifices. oui, voilà, pendant les mois d'entraînement, le choix est fait sur l'entraînement justement pour pouvoir toujours progresser dans ces courses. Et finalement, c'est là que je m'aperçois que d'avoir un travail, c'est pas idéal pour s'entraîner, hein. Je Je comprends pense qu'il y pourquoi en les a beaucoup qui seront d'accord professionnels avec toi, hein. n'ont pas de travail à côté, hein. Non, mais Ah non, oui, c'est un peu le cap qui fait que, ouais, c'est full performance après. c'est ça, c'est des longues périodes où il faut essayer de tout faire, mais sans avoir forcément le temps. Parce qu'en plus, professionnellement, donc j'ai cette place de présentateur chez GCN, mais je m'occupe aussi de Fast Club, qui est un club et une société. Et c'est vrai que tout ça prend du temps, donc on ne dort pas beaucoup l'hiver. Mmh. Et du coup, en fait, ton astuce un petit peu pour, intégrer ces séances, de ton côté, si j'ai bien compris, c'est vraiment, le home trainer? Sur, des semaines bien Ouais, chargées? ouais, sur les semaines bien chargées, c'est du home trainer. Admettons, si je roule le samedi, dimanche, je vais faire soit du home trainer mardi, jeudi, soit du home trainer tranquille le lundi,
et une deuxième séance un peu plus, une course ou quelque chose comme ça le mercredi. OK. Pour essayer d'avoir un peu de fraîcheur pour le week-end, mais en maintenant le niveau d'entraînement sur le vélo assez élevé sur ces périodes. Quel soutien, tu reçois de ta famille et de tes collègues vis-à-vis de ta pratique et de tes compétitions? Du soutien, bah, des encouragements. Après, ma famille, tout le monde est derrière moi, hein, et le fait d'avoir cette envie de partager, et de vouloir les intégrer avec moi, les embarquer sur mon épaule, pendant les courses, et qu'ils puissent m'envoyer des messages, que je puisse leur répondre. Ça crée vraiment une émulsion avec le club aussi, le Club Fast Club, et du coup, on est tous ensemble, dans l'effort, et c'est pas seulement moi. Et après mes collègues, c'est habituel, on travaille tous dans le vélo, donc c'est je pense, je suis quand même assez différent des autres participants d'ultra distance qui ont des boulots, qui n'ont rien à voir avec le boulot. Là, je suis en permanence plongé dans le vélo, hein, en fait. OK, cool. On va parler d'une partie mentale. Alors, tu m'as dit que tu avais pas de coach côté physique. Est-ce que tu as un Ouais. coach niveau mental? Bah, si tu veux, si on parle en espagnol, j'ai eu une coachée. Mais non, non, j'ai pas de coach mental non plus, en fait. Je pense que, tant que là, tous les ans, j'arrive à je réussis à progresser, donc tant que cette progression continue, je n'ai pas besoin de trouver de nouvelles, solutions, on va dire. Mmh, Par contre, dans le futur, je sais très bien qu'à un moment, il me faudra un coach mental et il y a un coach physique. Ce sont les petites clés que je garde pour l'instant dans mon trousseau, et les petits jokers que je pourrais utiliser dans le futur pour continuer à progresser. Mais pour l'instant, une bonne playlist et un peu de et un peu de soucis à se remémorer, et puis ça permet d'avancer pendant longtemps, en fait, hein, ah, les petites c'est ça tensions qui du donne, quotidien, c'est ça le secret alors? ouais, bah, il faut garder ces tensions du quotidien. Il faut les garder, les garder, les garder, les garder, et après y repenser pendant la course, et comme ça, bah, on pense plus à pédaler, hein, et ça, et bien évidemment une bonne playlist. Ouais, c'est ça qu'on te voit pas mal avec les écouteurs, sur les courses, sur les petits formats vidéo qu'on Et aperçoit. oui, mais oui, parce que ça me régale, en fait. J'ai mon baladeur MP3 avec une pile dedans, que je change toutes les 22 heures, avec, j'ai pas beaucoup de podcasts dessus, mais j'ai ma playlist d'une cinquantaine de chansons qui tournent en rond, là, en permanence, là, et je chante, quoi, je chante. En fait, on a tellement d'émotions différentes pendant les courses, que d'avoir une chanson qui revient et entraînante, quoi, qui pour moi est entraînante, bah, ça me permet de complètement, penser à autre chose, en fait. Et Je une petite question quand même, il y a quoi comme, Ouais. comme titre par exemple sur cette playlist? Ah, mais c'est un carnage, c'est un carnage. J'ai de tout, j'ai du Michel Sardou avec le Connemara, j'ai, Jodassin avec, Les yeux d'Émilie, j'ai quoi d'autre? Je dois avoir pas mal de Renaud, j'ai, Santiano. Ouais, c'est, les chansons de l'hymne de Bayonne, du rugby. Bon, il y a de tout, hein, vraiment. Là, Tout ce qui te, récemment, tout ce qui te j'écoutais permet Mister d'avancer, quoi. Oiseau. Complètement. Est-ce que tu enfin, on va dire, j'allais te demander comment tu gères le stress, tout ça, en départ des courses? Mais déjà, est-ce que tu as du stress en départ de course ou qu'est-ce que tu ressens en termes d'émotion au départ d'une course? Bah, c'est plus le stress, évidemment, il y en a, mais c'est plus de la concentration que, que du stress, parce que globalement, je pars dans l'idée des courses
pour faire un bon résultat. Donc, c'est-à-dire que je mets de côté le fait de la difficulté de la course, en fait, la difficulté que je vais forcément subir, et je la transforme en une difficulté de vitesse. Donc, ça fait que j'enlève toute une partie d'incertitude par rapport au parcours et par rapport à la course. Et du coup, je me concentre dans mon effort pour réussir à garder cette vitesse et à perdre le moins de temps possible. Et je pense que en pensant de cette façon, ça me, ça me diminue le stress et ça me diminue les, euh, les mauvaises pensées que je pourrais avoir. Après, suivant les courses, c'est assez festif le départ, malgré la concentration. Et ça, on rigole bien avec les copains, j'ai envie de dire. C'est vrai que on n'est pas dans le peloton du Tour de France, quoi. Il y a quand même un peu plus de gaieté et de bonne humeur. Mais c'est ça. L'an dernier, sur le Bikeman Maroc, on a fait 40 km neutralisés au départ de la course. Mais la rigolade. On a rigolé pendant 40 km et puis après, après la course s'était lancée, on s'est tous perdus de vue, mais c'est des moments, en fait, là, l'entraînement est là, le matériel est prêt, tout est prêt, en fait, au départ de la course, donc il n'y a aucune raison d'avoir un stress soudain de quoi que ce soit, en fait. Il suffit d'y aller et de faire ce qu'on doit faire, et la course dure suffisamment longtemps pour que il n'y ait pas de on n'ait pas besoin de se soucier de quoi que ce soit, même d'une crevaison au départ d'une course. Même si on part 30 minutes après le départ de la course, en fait, c'est pas grave. La course est assez longue pour faire oublier ça. Bon, après, je sais pas si t'imagines crever avant le départ de la course, là, c'est panique Ouais, quand même. ouais, c'est un peu. Là, le stress, la jauge de stress, elle va remonter un petit peu quand même, je pense. Mais avec de la concentration euh, et de la méthode sur toute sa préparation d'affaires et arriver le jour J avec tout de près, euh, normalement, il y a aucun problème de ce côté-là. Ok, cool. Tout à l'heure, tu nous as parlé au niveau de l'introduction de la course. C'est une Oui. course qui aura lieu en autonomie complète. Comment toi tu vas gérer au niveau de l'alimentation? L'alimentation, sur ce type de format, je pars avec des sachets de poudre de glucides que je mets dans les bidons, Ok, donc comme du Morten ou du SIS Beta Fuel, et qui me permettent quand même de faire beaucoup de kilomètres sans forcément avoir de carence. Et ensuite, j'essaie de me faire un petit, euh, un petit coca eau pétillante et un petit ravitaillement à un moment sur la course pour manger, pourquoi pas des pâtes ou ce que je trouve, en fait. Il y a des fois, je pars avec des salades Sodebo en sachet dans mes affaires et je les mange la première nuit, en fait. quels sont les éléments essentiels de ton équipement pour une course longue distance en gravel? Les indispensables? Et indispensable, ça va être une bonne lampe, surtout en gravel. Une bonne lampe, voire même deux lampes, parce qu'en fait, avec le gravel, il faut vraiment avoir une bonne luminosité parce que on peut se faire surprendre, surtout si le parcours est un peu délicat. Donc, une bonne lampe, des bons pneus qui ne crèvent pas et des chambres à air pour réparer, évidemment, parce qu'on a beau aller le plus vite du monde, mais si on passe notre temps à réparer le vélo, ben, ça avance pas. Et après, le reste, c'est du classique, hein, mais des bons pneus pour pouvoir réparer, du bon liquide tubeless et des bonnes lampes, et là, ça y va, quoi. Bon, bien sûr, avec un Et GPS, avec tout le reste, quoi. est-ce qu'il y aurait quelques petits conseils que tu pourrais partager aux éditeurs qui envisagent de participer à une course longue distance, qu'elle soit gravel ou sur route? Oui, le seul conseil que je puisse vraiment donner, hein, c'est entraînez-vous.
entraînez-vous, entraînez-vous. Non, mais c'est vrai, hein, je sais que il y a beaucoup de personnes qui pensent que il faut s'inscrire à un challenge pour pouvoir mettre l'entraînement en face, en fait. C'est parce que je me suis inscrit à l'Ironman que je dois m'entraîner toute l'année. Et le problème, c'est que de temps en temps, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à faire l'entraînement nécessaire et on arrive le jour de la course et on n'arrive pas à finir la course et du coup, ça en devient une défaite un peu amère. Alors que si on prend du plaisir à s'entraîner et à augmenter ses entraînements, se pousser dans des challenges sans forcément avoir d'inscription à des événements, juste se pousser de plus en plus, trouver des prétextes, trouver des amis avec qui rouler ou aller voir, en fait. Euh, Ensuite, la course deviendra naturelle et l'événement qui était peut-être insurmontable devient en fait réalisable. Et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à finir une course lorsqu'on s'y est inscrit plutôt que de l'abandonner. Donc je pense que il faut pouvoir s'inscrire à la course une fois qu'on est quasiment capable de la faire. C'est le meilleur conseil que je puisse donner, je pense. Bah, c'est un bon conseil parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens dont j'ai eu fait partie qui sont inscrits à des courses pour s'entraîner. Non, mais oui, mais c'est normal. C'est normal. Le monde fonctionne comme ça, hein. Et les courses sont là pour aussi créer cette émulsion, mais, euh, mais il faut. On se nourrit hein, des défaites, hein, évidemment, mais on prend tellement plus de plaisir en finissant les choses. Mm, c'est clair, ça C'est c'est clair. clair. Et toi, qu'est-ce qui te... Voilà, on en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui te motive quand même le plus à relever ce défi? Vraiment l'argument principal, si tu devais en donner un seul. Ah, moi, c'est la course. C'est la compétition, quoi. Ouais, c'est la compétition. Oui, voilà. C'est c'est le fait d'être d'être tous à bout de force et, euh, et d'essayer d'aller finir devant le copain ou devant le mec qu'on connaît là, qu'on a croisé plusieurs fois pendant la course. Moi, c'est cette excitation que j'apprécie en fait. En sachant que sur cette course, je vais passer la moitié de la course de nuit, hein. Donc le paysage, je dois dire que je vais en rater la moitié. Effectivement, ouais. C'est vrai que dit comme ça, c'est qu'on n'y va pas trop. Finalement, tu signes pas pour le paysage. Mais, bah, si, en partie, tu vois, je vais passer sur le, les calanques de Cadaqués, Ouais. mais je vais y passer en pleine nuit. Il Ouais, me c'est. restera 200 km à faire. C'est magnifique. Je suis allé boire un chocolat chaud cet hiver là-bas. C'est magnifique. Mais c'est foutu. Alors, du coup, non, non, moi, c'est vraiment la course cet esprit de compétition qui me fait plaisir, même si je ne gagne pas, parce que je suis un très bon perdant. Mais, euh, mais oui, c'est ce qui me motive à faire ce genre de course, clairement. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans la pratique de l'ultracyclisme? Des personnes qui m'inspirent, c'est assez délicat parce que j'ai pas vraiment de personnes dont. C'est vrai que toi, tu es plutôt venu finalement à l'ultracyclisme en pratiquant de plus en plus plutôt qu'en suivant un modèle ou une personne, on va dire. Oui, complètement. Après, je dois dire que un coureur comme Lachlan Morton, clairement, m'inspire hein, parce que bah, il fait des trucs qui sont quand même assez solides et j'aimerais bien. En fait, il m'inspire et c'est surtout que j'aimerais pouvoir réussir à arriver à son niveau un jour ou l'autre. Bon, c'est compliqué vu que lui, il était pro, mais, euh, quand il va commencer à vraiment vieillir, peut-être que je pourrais. Mais oui, oui, non, mais après tous les champions d'ultra distance sont tellement impressionnants. Forcément, je m'inspire un peu
de tout le monde, quoi. Mais avec cette petite idée derrière la tête d'essayer de les battre un jour, quoi. Ouais, ça c'est beau. Ouais, c'est pas dit que j'y arrive, mais je fais tout pour. Ah bah, bon, déjà, si tu mets tout en place pour, t'es déjà sur le bon chemin là. Écoute, j'espère. Non. Et comment envisages-tu de tirer parti de cette expérience pour continuer à te développer en tant que cycliste et personne? Non, mais je pense que de puiser aussi loin dans ses capacités, bah, rend quand même assez humble sur son corps et sur ce qu'on peut avoir vraiment au fond de nous, parce que tout ressort. Donc ce que j'en tire vraiment, le bénéfice, c'est vraiment mentalement des remises à zéro en fait à chaque fois, quoi. C'est c'est l'effort d'aller au bout de soi-même, voilà, en fait, c'est ça. C'est Mmh. d'aller au bout de soi-même permet de savoir qui on est et, euh, et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir. Et à chaque fois, c'est encore, c'est encore différent parce qu'on trouve toujours des petites choses différentes. Et puis, on voit la valeur des gens, je pense, quand ils sont au bout, donc, ou quand ils sont bourrés. Mais là, pour le coup, Ouais. c'est pour. Là, pour le coup, c'est au bout de l'effort, donc c'est ce que j'en tire en fait. Du coup, on va venir juste sur l'objectif de ta course. Donc toi, tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est un podium. Ce serait vraiment Podium, ça serait dans la dingue. fourchette haute d'estimation. Ouais, top 10, ça serait un très bon résultat. Et au-delà du top 20, je pense que je prendrais quand même une petite claque. Mais, euh, mais après, ça reflètera mon niveau. Donc, ça dépend, ça dépend comment se passe la course, évidemment. Mm. Parce que le résultat n'est que le résultat finalement. On peut être très content d'une course en ayant fait un mauvais classement, mais, euh, mais l'objectif, oui, l'objectif principal est de faire dans les 10. Bon, en tout cas, tout ça, tu pourras nous le raconter dans la partie 2 de ce J'ai hâte. podcast-là. Ça va passer Avec vite, plaisir. hein, ça va passer Bah, vite. moi aussi, j'ai très très hâte de suivre déjà la course bah, via tes réseaux, tout ça. Et après, d'avoir le débrief en direct. Ça, c'est vraiment le top, quoi. Eh oui, Et j'ai hâte, et si puis je tu... garderai des petites anecdotes exprès pour toi. Ah, c'est gentil. Tu feras la Voilà, petite exclue. il y en a tout le temps, des milliers de toute façon, donc il suffit de vraiment se concentrer pour s'en rappeler, quoi. C'est vrai que sur 27 heures de course, je pense que ouais, si Ouais, tu les notes pas, évidemment, il y en a qui doivent revenir, elles reviennent peut-être au goutte à goutte, les ouais, c'est anecdotes. ça, c'est ça. Pendant à peu près 15 jours, genre la question la plus dure après une course, c'est comment? Alors, c'était comment? Et là, en fait, le lendemain de la course, tu te dis, bah oui, c'était super, c'était bien. Et tu sais pas plus décrire la course. Et puis une seconde après, tu dis, ah oui, mais en fait, il s'est passé ça, c'était incroyable. Et une demi-heure après, ah oui, et puis tiens, il s'est passé ça aussi. Du coup, en fait, ça prend des plombs. Là, ça revient fort ouais, tu tires un peu le fil et puis tu as la bobine qui se C'est déroule, ça. quoi. Donc, prochain épisode, il va falloir mettre un chrono parce que sinon, je pense que Ouais, ça finira on par va essayer t'endormir. de timer. Des fois, ça arrive, ça Exactement. dépasse un peu. On est sur un format un peu plus 3/4 d'heure, 1 heure. Ça arrive que partie 2, j'avais pas encore fait trop, là, le jour où on enregistre. Mais ça, je pense que ça va arriver un jour, ça va déborder, hein. Parce que rien que par Mais le plaisir d'écouter les récits et tout, bah, tu connais quoi, tu fais racontes l'histoire à ah, c'est quelqu'un, génial. Moi, t'en veux toujours plus, quoi. je me régale de les écrire, les récits, je me régale d'en parler. On arrive à faire des petites soirées où je peux les raconter. Sur le site Fast Club, j'arrive à publier le récit des autres membres aussi. Et du coup, c'est, euh, on vit tous des choses tellement différentes sur les mêmes courses que c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, tu vas avoir le résumé de Jules sur la Désertus que je fais Oui, aussi. oui, oui.
D'ailleurs, dans la partie 1, il a pas voulu dévoiler son plan, sa stratégie, de peur que tu. C'est vrai, mais son plan, de toute façon, je le sais très bien. Il va me suivre et heu et essayer, de me doubler. Mais je vais tout faire pour qu'il ne me suive pas. On verra la semaine prochaine. Ouais, bah, ça, il nous le racontera lui aussi, peut-être un petit peu Oui. avant ton débriefing. Écoute, si tu veux bien, tu peux en profiter pour nous parler un peu de Fast Club, si ça te dit? Oui, bah, évidemment. Fast Club, c'est quelque chose que j'ai créé avec un ami. C'est à la fois une association, à la fois une société. Donc, sur le côté, assos, on est entre 100 et 150 chaque année et c'est un club on peut dire de phénomènes. C'est-à-dire que le but de ce club est uniquement de partager des valeurs et des façons de faire du vélo, c'est-à-dire prendre un maximum de plaisir et s'encourager les uns les autres, même si on n'habite pas forcément à côté. Donc, j'aime dire que c'est vraiment un club de solitaires, mais qui se retrouve de temps en temps. C'est pas étonnant sur les courses quand on arrive où on est quasiment 10 participants sur la même course. Donc, ouais, c'est vraiment phénoménal. Et puis derrière la partie physique, il y a toute une partie WhatsApp et plus généralement réseau, Internet, avec tout le monde qui encourage. Donc, avec Fast Club, on n'est jamais seul. Ça, c'est le côté Assos qui est vraiment dingue et motivant. Et à côté de ça, ça a été une conséquence, on a dû créer la société parce que pour financer le club, on devait vendre du café. Et finalement, on a vendu un peu trop de café par rapport à la législation. Du coup, on est passé en société pour vendre du café partout en France pour ceux qui veulent boire du bon café, parce qu'on est sur du café très haut de gamme qu'on fait torréfier par un torréfacteur à côté de chez nous et pour vraiment savourer le café, pas faire une sortie de 200 kilomètres pour boire un café qui est pas bon. Donc, c'était vraiment pour récompenser tout le monde. Et à côté de ça, on vend des maillots, des casquettes et le site web nous sert aussi de plateforme pour pouvoir publier tous nos récits de courses et autres activités. Donc, Fast Club, c'est quelque chose d'assez global. Et faut pas faire attention au nom. Quoi, le nom est cool, hein, c'est Fast Club, mais globalement, dans les faits, c'est l'effort qui compte, mais pas la vitesse. Bah, en tout cas, merci, ouais, pour cette présentation. C'est super cool, d'avoir pu aborder aussi ce sujet-là et cette, partie de toi et de ta pratique, du vélo. Je vais te laisser encore, quelques secondes, pour, réfléchir au mot de la fin. Pendant ce temps-là, moi, je tenais à te remercier, d'avoir accepté l'invitation, sur le podcast pour présenter cette course, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Surtout que moi, on n'a jamais eu l'occasion avant ça. Moi, j'ai juste eu l'occasion de te voir, sur, YouTube, surtout sur les tutos, dont je suis bien, friand, notamment. Donc voilà, vraiment cool d'avoir pu, échanger, et hâte, de te retrouver également pour la partie 2, le débrief, de la course, et d'avoir le résultat, mais surtout le ressenti, quoi, de cette course. C'est à toi de parler de ce que tu veux pendant le temps que tu veux. C'est le mot de la fin de cette première partie d'épisode. Donc, c'est à toi de jouer. Tu as le podcast pour, toi tout seul. Ah, le mot de la fin. Eh ben, c'est bon, écoute, j'ai 2 heures devant moi, je vais pouvoir me lancer alors. Allez, à de suite. Le mot de la fin, c'est toujours un peu compliqué le mot de la fin parce que c'est un sujet libre. Moi, je pourrais parler de la préparation, pour aller sur n'importe quel événement ou n'importe quel challenge. Ce qui est important dans ce qu'on fait un challenge, c'est, de le réussir et de se mettre dans de bonnes conditions pour ne pas prendre de risques et d'essayer d'englober notre challenge dans sa globalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable physiquement, s'entraîner en face, pas faire des choses insensées et irréfléchies. Faut regarder la météo, prévoir des solutions de secours
Et c'est comme ça qu'on arrive à pas progresser dans nos envies et notre besoin d'aventure. C'est d'y aller pas à pas, prévoir les choses, s'entraîner en face pour pouvoir réaliser ses objectifs. Pour moi, c'est plus important que se lancer un objectif et, et d'avoir un entraînement qui est une conséquence. Il faut d'abord faire l'entraînement et ensuite la conséquence, c'est la compétition ou le challenge. Mais si on fait les choses dans l'ordre, tout le monde peut faire absolument tout ce qu'il veut. On est, nos capacités sont quand même illimitées de ce côté-là. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.